Le lendemain du divorce de mes parents, ma mère m'a glissé une enveloppe et a murmuré « N'ouvre pas ça ici. Rentre à la maison et fais ton sac. » J'ai hésité, confus, mais elle a ensuite ajouté « Tu as 24 heures. » Quand j'ai ouvert l'enveloppe. Je m'appelle Amélie et j'ai 26 ans. Hier matin, j'ai vu mes parents signer les papiers de leur divorce après 28 ans de mariage. Et aujourd'hui, ma mère vient de me tendre une enveloppe qui est sur le point de tout changer. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière. Le divorce d'hier est sorti de nulle part. Pas de dispute hurlante, pas de problèmes évidents, juste un « il faut qu'on parle ». Et soudain, mes parents étaient assis l'un en face de l'autre dans le bureau d'un avocat, comme des étrangers. Aucune explication, aucun avertissement, juste le son des stylos grattant sur le papier, et mon monde entier qui basculait sous mes pieds. Je pensais que l'invitation à prendre un café aujourd'hui allait enfin me donner des réponses. Vous savez, le cœur à cœur mère-fille où maman explique ce qui n'allait pas et m'assure que parfois, ce sont des choses qui arrivent. Au lieu de ça, j'ai eu quelque chose qui fait passer leur divorce soudain pour une simple formalité. D'où regardez-vous la vidéo aujourd'hui? Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement pris au dépourvu par votre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Maman m'avait envoyé un texto à 7 heures ce matin. Retrouve-moi au café du Pont à 9 heures. Important. Le même café où nous organisions mes fêtes d'anniversaire, où elle m'aidait à remplir mes dossiers d'inscription pour l'université, où nous papotions sur les choix vestimentaires discutables de papa. Je me suis dit que c'était l'endroit parfait pour qu'elle m'explique enfin pourquoi elle venait de faire voler notre famille en éclats. Je suis arrivé en avance, espérant récupérer notre table habituelle dans le coin, celle avec le pied bancal que nous avions appris à éviter au fil des ans, à côté de la fenêtre d'où nous pouvions observer les passants tout en discutant. J'ai commandé mon latte à la vanille habituelle et je me suis installé pour attendre, me préparant mentalement à n'importe quelle explication qu'elle s'apprêtait à me donner. Maman est entrée à 9 heures précises, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Elle n'a jamais été ponctuelle de sa vie. D'habitude, elle a au moins 15 minutes de retard pour tout, s'excusant profusément tout en fouillant dans son sac à main pour retrouver ce qu'elle a oublié. Mais aujourd'hui, elle se déplaçait avec détermination, son regard balayant le café comme si elle cherchait quelque chose de spécifique. « Amélie, ma chérie », dit-elle en se glissant sur le siège en face de moi sans même commander. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Pas beaucoup de temps pourquoi, ai-je voulu demander, mais avant que je puisse ouvrir la bouche, elle plongeait ses mains tremblantes dans son sac. La femme qui m'avait élevé pour être ponctuelle et préparée n'était clairement ni l'une ni l'autre en ce moment. Elle a sorti une enveloppe, vieille et jaunie sur les bords comme si elle avait été stockée dans un endroit sombre pendant des années. La façon dont elle la manipulait, avec soin et délibération, m'a tordu l'estomac d'anxiété. « Écoute-moi très attentivement », a-t-elle chuchoté en se penchant sur notre table bancale. « Ne l'ouvre pas ici. Rentre directement chez toi et fais un sac. Tu as 24 heures. » Je l'ai dévisagée comme si elle venait de se mettre à parler une langue étrangère. « Maman, de quoi tu parles ? 24 heures pourquoi ?» Elle a pressé l'enveloppe dans mes mains, et je pouvais sentir son épaisseur, remplie de quelque chose de substantiel. Ses yeux ne cessaient de parcourir le café, observant les autres clients comme si l'un d'eux pouvait soudainement devenir une menace. Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Ce n'est pas sûr. Mais Amélie, ton père. Elle a fait une pause, déglutissant difficilement. Et pour la première fois de ma vie, ma mère, si posée et pragmatique, avait l'air véritablement terrifiée. Ton père n'est pas celui que tu crois. Rien de tout ça n'est ce que tu crois. D'accord, donc apparemment, je vivais maintenant dans une sorte de thriller. Vous savez, le genre où le protagoniste pense passer un mardi normal jusqu'à ce que quelqu'un lui tende une enveloppe mystérieuse et lui dise que toute sa vie est un mensonge. Sauf que ce n'était pas Netflix. C'était ma propre mère qui agissait comme si nous étions traqués par des agents secrets. Maman, tu me fais peur. Comment ça, papa n'est pas celui que je crois. C'est Jean-Pierre Dubois, comptable de la région lyonnaise qui collectionne les trains miniatures et s'endort chaque dimanche devant la chaîne météo. Elle a attrapé mon poignet par-dessus la table, sa poigne étonnamment forte pour quelqu'un qui avait habituellement du mal à ouvrir des bocaux de cornichons. Prends des choses légères, seulement l'essentiel. Paie tout en espèces à partir de maintenant. Et Amélie, sa voix est tombée à un murmure à peine audible, ne fais confiance à personne d'autre, même pas à la famille. L'enveloppe semblait lourde dans mes mains,
chargée de secrets que je n'étais pas sûr de vouloir découvrir. Ma mère, la femme qui me tressait les cheveux et faisait des crêpes au chocolat le week-end, me regardait comme si elle me reconnaissait à peine. « Je t'aime, ma chérie », dit-elle en se levant brusquement sans avoir touché une goutte de son café. « Plus que tu ne le sauras jamais. Mais tu dois partir maintenant. » Et puis elle est partie, sortant de ce café comme si sa vie dépendait de sa vitesse, me laissant assise là avec une enveloppe pleine de mystères et des instructions qui ressemblaient à quelque chose tiré d'un roman d'espionnage. Je suis resté assise plusieurs minutes, fixant cette chose dans mes mains pendant que le café continuait sa routine normale de mardi matin autour de moi. Des gens commandaient leurs boissons habituelles, vérifiaient leurs emails, avaient des conversations parfaitement ordinaires sur des vies parfaitement ordinaires. Pendant ce temps, j'étais apparemment en train de vivre dans une réalité alternative où les mères tendent à leurs filles des enveloppes mystérieuses et leur disent de disparaître en 24 heures. Parce que c'est un comportement de mère de banlieue tout à fait normal, n'est-ce pas? La chose intelligente aurait été de l'ouvrir là, dans le café. Mais quelque chose dans la peur sincère de ses yeux, la façon dont elle avait regardé autour d'elle comme si nous étions surveillés, m'a fait penser qu'elle avait peut-être raison de dire que ce n'était pas sûr. Alors, j'ai payé mon latin tact et je suis rentré chez moi, mes mains tremblant presque autant que les siennes, portant une enveloppe qui allait changer tout ce que je pensais savoir sur ma vie. Je suis arrivé pile dans ma chambre d'enfant avant de déchirer cette enveloppe. Tant pis pour le respect des instructions prudentes de maman sur le fait d'attendre d'être rentré en toute sécurité, n'est-ce pas? Mais honnêtement, auriez-vous pu résister? Le contenu s'est répandu sur mon couvre-lit rose comme les pièces de la vie de quelqu'un d'autre. La première chose que j'ai vue était un passeport, bleu foncé avec République française imprimé en lettres dorées. Je l'ai ouvert et j'ai failli le laisser tomber par terre. Ma photo me regardait, mais le nom était Chloé Lefebvre, née à Nice, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Selon ce document, j'étais apparemment une native de la Côte d'Azur de 26 ans à qui ce passeport avait été délivré il y a 3 ans. Il y a 3 ans, maman planifiait ce que c'était depuis 3 années entières. Ensuite venait une carte de crédit, également au nom de Chloé, et ce qui semblait être plusieurs milliers d'euros en espèces. Les billets étaient neufs et se suivaient, comme s'ils avaient attendu dans un coffre-fort de banque pour ce moment précis. Il y avait une clé attachée à une étiquette en plastique avec une adresse à Antibes, et une note manuscrite qui disait simplement « Appartement d'urgence ». Tout ce dont tu as besoin est là. Mais c'est la lettre au fond qui m'a glacé le sang. L'écriture familière de maman, mais plus tremblante que d'habitude, comme si elle l'avait écrite sous le stress ou à la hâte. « Ma très chère Amélie », commençait-elle. « Si tu lis ceci, cela signifie que la vie que nous avons construite pour toi n'est plus sûre. Ton père n'est pas l'homme que tu connais. Il n'est même pas l'homme que je pensais avoir épousé il y a 28 ans. La vérité est dangereuse. Et j'ai passé toute ta vie à te protéger d'elle. » J'ai dû arrêter de lire un instant. Vous connaissez ce sentiment quand le sol se dérobe sous vos pieds et que soudain, tout ce que vous pensiez solide se révèle être des sables mouvants? Oui, c'était en train de se produire en temps réel. La lettre continuait, « N'emporte que ce dont tu as absolument besoin. Utilise l'identité que j'ai créée pour toi. Va immédiatement à l'adresse d'Antibes. Ne contacte personne de ton ancienne vie. Ni amis, ni collègues, ni membres de la famille. Je te trouverai quand ce sera sûr. Mais d'ici là, Amélie Dubois n'existe plus. Tu es maintenant Chloé Lefebvre. Chloé Lefebvre. » Le simple fait de penser ce nom me donnait l'impression de porter les vêtements de quelqu'un d'autre. Des vêtements qui venaient avec une histoire de vie complètement différente. Et apparemment un père qui n'était pas celui que je pensais. Il y avait plus. Je sais que c'est déroutant et terrifiant. Je sais que tu as 1 million de questions et j'aimerais pouvoir y répondre toutes maintenant. Mais ma chérie, certaines réponses sont plus dangereuses que l'ignorance. Fais-moi confiance. Fais confiance au plan que j'ai élaboré pour nous. Et aie confiance que tout ce que j'ai fait, c'était pour te garder en vie. Me garder en vie. Quel genre de père comptable de banlieue nécessitait ce niveau de planification d'évasion? Ce n'était pas le territoire de papa fait sa crise de la quarantaine. C'était le territoire de papa et peut-être sous protection des témoins ou pire. J'ai regardé autour de ma chambre, observant toutes les pièces de la vie d'Amélie Dubois. Des photos de la remise des diplômes du bac. Mon diplôme universitaire accroché au mur, la petite boule à neige de notre voyage en famille à Chamonix l'hiver dernier, quand notre plus grande préoccupation était de savoir si papa se souviendrait de prendre ses lunettes de lecture. Selon cette lettre, j'étais censé abandonner tout ça,
devenir quelqu'un d'autre entièrement, recommencer à zéro avec seulement ce qui pouvait tenir dans une valise et espérer qu'un jour, peut-être, je pourrais récupérer des morceaux de mon ancienne existence. La partie vraiment troublante était la minutie de la planification de maman. Le passeport était daté d'il y a 3 ans, ce qui signifiait qu'elle avait construit l'identité de Chloé Lefebvre bien avant que la crise, quelle qu'elle soit, n'ait finalement déclenché ce plan d'urgence. Quel genre de mariage exige un tel niveau de planification de secours? Quel genre de mari pousse sa femme à préparer secrètement des voies d'évasion pour leur fille? J'ai commencé à jeter des vêtements dans une valise, mes mains bougeant automatiquement pendant que mon cerveau essayait de traiter l'impossibilité de la situation. Jeans, pulls, sous-vêtements, les bases. C'était surréaliste, comme faire ses valises pour des vacances, sauf que je ne reviendrai peut-être jamais. Devrais-je prendre mes albums photos, les bijoux de ma grand-mère? Comment fait-on pour emballer une vie entière dans un seul sac? Plus important encore, comment se dit-on au revoir à soi-même? Pendant que je choisissais entre mon pull préféré et des sous-vêtements thermiques pratiques, j'ai pris conscience d'un moteur qui tournait dehors. Pas inhabituel pour notre quartier, sauf que ce moteur tournait depuis 15 minutes sans bouger. J'ai jeté un coup d'œil à travers les rideaux de ma chambre et j'ai senti mon estomac se nouer. Il y avait une berline sombre garée de l'autre côté de la rue. Les vitres étaient si teintées que je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Le moteur tournait comme si la personne à l'intérieur était prête à partir rapidement si nécessaire. La voiture n'était pas là quand je suis rentré du café. Elle était positionnée parfaitement pour surveiller notre porte d'entrée, avec une vue dégagée sur quiconque entrait ou sortait. Soudain, le comportement paranoïaque de maman au café prenait beaucoup plus de sens. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Ils t'ont trouvé. Par maintenant. Porte de derrière. Génial. Apparemment, j'avais maintenant des alliés mystérieux qui m'envoyaient des avertissements sur des menaces mystérieuses. C'était officiellement le jour le plus étrange de ma vie. Et considérant que mes parents venaient de divorcer sans explication, ce n'était pas peu dire. J'ai attrapé ma valise, l'argent, la carte de crédit et le passeport. Tout le reste, 26 ans de la vie d'Amélie Dubois, devrait rester derrière. En me dirigeant vers la porte de derrière, j'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais grandi. Tous ces souvenirs, tous ces moments ordinaires qui avaient semblé si normaux il y a quelques heures à peine, ressemblaient maintenant à des accessoires dans une performance élaborée dont je ne savais pas que je faisais partie. Il était temps de découvrir quelle était la véritable histoire. Il s'avère que s'échapper de sa maison d'enfance avec une valise et une fausse identité est exactement aussi bizarre que ça en a l'air. Je suis sorti par la porte de derrière, à travers le jardin de maman, le même chemin que j'avais utilisé une seule fois au lycée pour retrouver Thomas Berger à une fête que mes parents m'avaient interdit d'aller. Maman m'avait surprise et m'avait privé de sortie pendant 2 semaines. Si seulement l'adolescente que j'étais avait su qu'un jour j'utiliserais la même voie d'évasion pour disparaître entièrement de ma propre vie. La berline sombre était toujours garée devant quand j'ai prudemment fait le tour du pâté de maison pour rejoindre l'endroit où j'avais laissé ma Peugeot. J'ai gardé la tête basse, essayant de ressembler à n'importe quelle personne normale faisant ses courses un mardi. Certainement pas quelqu'un fuyant des observateurs mystérieux avec une valise pleine de fournitures d'urgence. Alors que je conduisais vers l'aéroport, suivant les indications du GPS vers ce qui ressemblait à ma propre disparition, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que toute mon existence n'avait été qu'une performance élaborée. Et je découvrais seulement maintenant que j'avais été la seule actrice qui ne savait pas que tout était faux. L'aéroport était plus fréquenté que je ne l'avais prévu pour un mardi après-midi. Des familles rentrant de vacances. Des voyageurs d'affaires se précipitant entre les portes d'embarquement. Des gens complètement normaux vivant des vies complètement normales. Je les enviais tous. J'ai trouvé la première parapharmacie que j'ai pu localiser et j'ai acheté la teinture pour cheveux noirs la moins chère qu'ils avaient, ainsi que des ciseaux et des lunettes de soleil surdimensionnées. Si j'allais devenir Chloé Lefebvre, autant en avoir l'air. Les toilettes de l'avion sont devenues ma chambre de transformation. 30 minutes plus tard, la blonde Amélie avait disparu pour toujours. Le miroir reflétait une étrangère aux cheveux foncés et aux lunettes de soleil qui couvraient la moitié de son visage. Bonjour, Chloé. Enchanté de faire ta connaissance, je suppose. Vous savez ce qu'on ne vous dit pas sur le fait de changer radicalement d'apparence dans des toilettes publiques? C'est étonnamment facile quand on fonctionne à la terreur pure et à l'adrénaline. Bien que je ne recommande pas la teinture bon marché de parapharmacie si vous avez d'autres options. Mes cheveux ressemblaient à si je les avais trempés dans du sirop de chocolat, mais au moins ils étaient différents.
Le vol vers Nice semblait interminable. Chaque personne qui passait dans l'allée aurait pu venir pour moi. L'homme d'affaires en douce et vérifiant son téléphone, rapportant évidemment ma position à quiconque surveillait notre maison. L'hôtesse de l'air qui m'a souri, définitivement suspecte. Ce bébé qui pleurait dans la rangée 8, probablement une diversion pendant que quelqu'un plaçait un traceur dans mon bagage à main. La paranoïa est épuisante, soit dit en passant. Pas étonnant que maman ait eu l'air si fatiguée ces derniers temps. Si elle avait vécu comme ça pendant des années, regardant constamment par-dessus son épaule, cela expliquait pourquoi elle avait tant vieilli récemment. Je l'avais attribué au stress du mariage, mais apparemment, l'effondrement du mariage était le cadet des soucis de notre famille. Je n'arrêtais pas de sortir la clé de l'appartement d'Antibes, passant mon pouce sur l'étiquette en plastique. 1247 Promenade du Soleil, appartement 403, Antibes. Selon la note de maman, tout ce dont j'avais besoin serait là. Mais qu'est-ce que cela signifiait exactement? De la nourriture, des vêtements, d'autres fausses identités, une explication détaillée de la raison pour laquelle toute ma vie avait apparemment été construite sur des mensonges. La femme à côté de moi lisait un roman d'amour avec un homme torse nu sur la couverture, complètement absorbé par le choix de l'héroïne entre le duc et le palefrenier. J'enviais ses problèmes fictifs. Sa plus grande préoccupation était les triangles amoureux littéraires. Pendant ce temps, je me demandais si mon père comptable était secrètement dans le programme de protection des témoins. Quand nous avons atterri à Nice, j'ai suivi les panneaux vers le comptoir de location de voitures avec ma nouvelle carte de crédit au nom de Chloé. Elle a fonctionné parfaitement, ce qui était à la fois rassurant et terrifiant. Depuis combien de temps maman planifiait-elle cette identité? Combien d'argent avait-elle réussi à mettre de côté sous un faux nom? Le trajet jusqu'à Antibes aurait dû être relaxant. Palmiers, soleil, le genre de décor de carte postale parfait de la Côte d'Azur qui donne généralement aux gens l'impression d'être en vacances. Au lieu de cela, j'ai passé tout le trajet à vérifier mon rétroviseur, convaincu que chaque voiture me suivait. Quand j'ai finalement trouvé le 1247 Promenade du Soleil, je suis resté assise dans le parking pendant 10 minutes, regardant l'immeuble. C'était un bel immeuble d'appartement de taille moyenne, le genre d'endroit qui se fondrait parfaitement n'importe où sur la Côte d'Azur. Choix judicieux pour quelqu'un qui essaie de disparaître. L'appartement 403 était au 4e étage, un appartement d'angle avec des fenêtres donnant sur le parking. Je suis resté devant la porte pendant une minute entière avant d'utiliser la clé, m'attendant à moitié à ce que des alarmes se déclenchent ou que des gardes de sécurité apparaissent. Au lieu de cela, la serrure a tourné en douceur et la porte s'est ouverte pour révéler la vue la plus surréaliste de ma journée déjà impossible. L'appartement était entièrement meublé. Pas seulement meublé, mais décoré comme une suite d'hôtels haut de gamme. Canapé en cuir, table basse en verre, art abstrait sur les murs, tout coordonné dans des bleus et des blancs apaisants. Mais voici ce qui m'a vraiment frappé. Tout avait été choisi comme si maman connaissait parfaitement mes goûts. Les coussins correspondaient à la teinte exacte que j'avais peinte dans ma chambre d'étudiante. Les livres sur l'étagère étaient d'auteurs que je lisais réellement. Même le café dans la cuisine était de ma marque préférée. Elle avait planifié cela pendant des années, construisant une vie alternative entière pour moi dans les moindres détails. La pensée aurait dû être réconfortante, sachant le soin qu'elle avait mis à me protéger. Au lieu de cela, c'était absolument terrifiant. Quel genre de danger nécessite ce niveau de préparation? J'ai passé ma première nuit dans l'appartement à manger de la nourriture chinoise à emporter et à essayer de me convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu élaboré. Peut-être que papa faisait une crise de la quarantaine. Peut-être que maman faisait une dépression nerveuse. Peut-être que je me réveillerais demain et découvrirais que tout cela n'était qu'un cauchemar induit par le stress. Mais quand je me suis réveillé le mercredi matin, j'étais toujours Chloé Lefebvre, toujours cachée dans un appartement secret sur la Côte d'Azur, attendant toujours que quelqu'un m'explique pourquoi ma vie de banlieue avait implosé du jour au lendemain. L'appartement avait tout ce dont je pouvais avoir besoin. La cuisine était remplie de denrées non périssables. La salle de bain avait des articles de toilette de toutes mes marques préférées, et il y avait même des vêtements dans le placard qui étaient exactement à ma taille. Maman avait pensé à tout, jusqu'au type de shampoing que j'utilisais, ce qui était en quelque sorte plus troublant que réconfortant. Ce niveau de préparation détaillée suggérait qu'elle s'attendait à ce jour depuis très longtemps. J'ai trouvé une autre note sur le comptoir de la cuisine, glissée sous une tasse à café qui était exactement du style que j'aurais choisi. Tu devrais être en sécurité ici pour l'instant. J'ai payé le loyer jusqu'à la fin de l'année. Il y a plus d'argent dans le coffre de la chambre.
La combinaison est ta date de naissance. Attends que je te contacte. Ne contacte personne de ton ancienne vie. Je t'aime, maman. Le coffre était caché derrière un tableau dans la chambre. Et quand je l'ai ouvert avec ma date de naissance, j'ai failli m'évanouir. Il y avait assez d'argent à l'intérieur pour vivre confortablement pendant des mois. On parle de faire les courses tous les jours et de manger au restaurant constamment. D'où avait-elle eu tout ça? Le cabinet comptable de papa devait être beaucoup plus rentable que je ne l'avais imaginé, où il se passait autre chose entièrement. Et honnêtement, vu la semaine que je passais, je penchais pour autre chose entièrement. J'ai passé le mercredi à explorer ma nouvelle maison temporaire, essayant de rassembler des indices sur ce qu'avait vraiment été ma vie. La vue du salon montrait le parking et la rue au-delà, positionnés stratégiquement pour que je puisse voir quiconque approchait. L'appartement avait 2 sorties, la porte d'entrée et une porte coulissante menant à un petit balcon avec un accès à une échelle de secours. Maman n'avait pas seulement planifié ma sécurité, elle avait aussi planifié mes voies d'évasion. Le jeudi matin, je devenais folle à tourner en rond. On pourrait penser qu'être installé dans une cachette de luxe serait relaxant. Mais quand on ne peut pas sortir, qu'on ne peut appeler personne et qu'on ne peut même pas commander une pizza parce qu'on est censé être invisible, le paradis devient vite claustrophobe. De plus, le silence me rendait folle. Pas de mets professionnels, pas de textos d'amis demandant si je voulais déjeuner, pas de défilement abrutissant sur les réseaux sociaux, juste moi, 4 murs et beaucoup trop de temps pour réfléchir au fait que toute mon existence avait apparemment été un mensonge élaboré. J'avais réorganisé les placards de la cuisine 2 fois, lu 3 livres et regardé plus de télévision de jours qu'aucun être humain ne devrait endurer. Si c'était ça, la protection des témoins, pas étonnant que les gens deviennent fous. C'est alors que j'ai entendu des voix dans le couloir, devant ma porte. 2 personnes parlaient à voix basse, leurs mots étouffés mais leur ton professionnel. J'ai collé mon oreille contre la porte, essayant de déchiffrer ce qu'ils disaient. Appartement 403, dit clairement une voix. Tu es sûr que c'est la bonne adresse? Mon sang s'est glacé. Ce n'étaient pas des agents d'entretien ou des voisins ayant une conversation anodine. Ils cherchaient mon appartement spécifique. Ils me cherchaient. J'ai attrapé mon téléphone, prête à appeler la police, puis je me suis souvenu de l'avertissement de maman de ne faire confiance à personne. Et si ces gens avaient des liens avec la police locale? Et si appeler à l'aide ne faisait qu'indiquer aux mauvaises personnes où je me trouvais exactement? Les voix se sont éloignées de ma porte, se dirigeant vers l'ascenseur, probablement pour vérifier auprès de la direction de l'immeuble ou consulter les informations sur les locataires. Professionnels, méthodiques, comme s'ils avaient l'habitude de traquer les gens. J'ai rapidement remis mes essentiels dans la valise. S'ils m'avaient trouvé ici, cela signifiait que ma position était compromise d'une manière ou d'une autre. Il était temps de partir. Même si je n'avais absolument aucune idée où aller ensuite. L'échelle de secours à l'extérieur du balcon est devenue ma meilleure amie. J'ai descendu 4 étages d'escalier métallique, priant pour que ma valise ne fasse pas de bruit en heurtant les rampes. Le parking était principalement vide en fin de matinée, juste quelques voitures éparpillées. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Parking est, Peugeot bleu, clé sous le siège conducteur. Par maintenant. J'ai regardé frénétiquement autour de moi et j'ai repéré une Peugeot 208 bleue à 3 places de l'endroit où je me cachais derrière un camion de livraison. Sérieusement, combien d'aides mystérieuses avais-je? Était-ce une sorte de réseau élaboré où des étrangers étaient postés partout sur la côte d'Azur juste pour m'aider à m'échapper? Mais quel choix avais-je? Les voix que j'avais entendues étaient probablement à l'intérieur de l'immeuble maintenant, peut-être en train de parler à la réception, essayant certainement de retrouver l'appartement exact appartenant à Chloé Lefebvre. J'ai couru vers la Peugeot, jeté ma valise sur le siège arrière et trouvé les clés exactement là où le texto l'avait promis. La voiture a démarré immédiatement parce qu'apparemment, celui qui m'aidait avait pensé à tout. Alors que je quittais le parking, mon téléphone a de nouveau vibré avec des indications vers une adresse que je ne reconnaissais pas. Mais à ce stade, suivre des messages textes mystérieux semblait plus sûr que d'essayer de trouver ma prochaine étape seule. Au moins, quelqu'un dans cette situation insensée semblait savoir ce qu'il faisait, parce que moi, je n'en avais aucune idée. L'adresse m'a mené à une petite marina à environ 20 minutes d'Antibes. Je me suis garé derrière un restaurant de fruits de mer appelé La Pêche du Pélican, exactement comme le texto l'avait indiqué, à côté d'une benne à ordures qui sentait le vieux poisson et les rêves brisés. Pas exactement le lieu de rendez-vous d'espionnage glamour que j'imaginais, mais là encore, rien dans cette semaine n'avait correspondu à mes attentes.
Je suis resté assise dans la Peugeot empruntée pendant 30 minutes, regardant les bateaux tanguer dans la marina et me demandant si ma vie aurait un jour un sens. Des familles déjeunaient sur la terrasse du restaurant. Des enfants montraient avec enthousiasme les mouettes en espérant des restes. Des couples partageaient des plateaux de fruits de mer et probablement des conversations normales sur des choses normales. Pendant ce temps, je me cachais derrière une benne à ordures, attendant des instructions mystérieuses d'alliés inconnus sur des menaces que je ne comprenais pas. Vous savez, les activités typiques du jeudi après-midi pour les coordinatrices marketing de banlieue. C'est alors que j'ai vu une silhouette familière contourner le bâtiment. Pas un autre étranger mystérieux, mais quelqu'un que je reconnaissais vraiment. Maman, l'air épuisé et nerveuse, mais c'était bien maman. Amélie, dit-elle en se précipitant vers la voiture avec un soulagement évident. Dieu merci, tu t'es sortie de la scène et sauve. Maman, qu'est-ce qui se passe, bon sang, ai-je exigé en sortant de la Peugeot. Je me cache sur la Côte d'Azur depuis 3 jours. Des gens étranges me traquent, et apparemment je conduis la voiture de quelqu'un d'autre maintenant. Je pense que je mérite de vraies réponses. Elle a regardé nerveusement autour du parking avant de répondre. Tu as raison. Tu mérites de tout savoir. Mais pas ici. Suis-moi. Elle m'a conduite sur l'un des quais où un petit bateau à moteur était amarré, nous attendant. La marina était plus animée que je ne l'avais prévu pour un jeudi après-midi. Des bateaux de pêche revenaient de leur sortie matinale, leurs coques claquant contre les vagues alors qu'ils naviguaient vers leur place. Des touristes embarquaient sur des bateaux de croisière au coucher du soleil bien qu'il ne soit que 15 heures. Et des familles avec des enfants partageaient des déjeuners tardifs dans les restaurants du front de mer, montrant avec enthousiasme les pélicans, espérant des restes. Des gens normaux faisant des choses complètement normales pendant que j'étais sur le point de monter sur un bateau pour entendre des explications sur la raison pour laquelle ma vie s'était transformée en une sorte de thriller d'espionnage. Le contraste était presque drôle. À 6 mètres de là, un père apprenait à sa fille à faire des nœuds marins. Pendant ce temps, j'étais sur le point de découvrir si mon père comptable était secrètement un criminel. Monte. Nous devons aller quelque part où nous pourrons parler sans être entendus. Maman, je ne monte pas sur un bateau avec toi tant que tu ne commences pas à expliquer les choses. Ça devient complètement dingue. Amélie, ton père n'est pas comptable. Les mots m'ont frappé comme si j'avais été giflé par de l'eau de mer glacée. Comment ça, il n'est pas comptable? J'ai vu son bureau en ville. J'ai rencontré Jérôme de la Paix et cette secrétaire qui me demande toujours des nouvelles de ma vie amoureuse. Je l'ai écouté se plaindre de la période des impôts toute ma vie. C'est toute une couverture. Ton père travaille pour des gens très dangereux. Et en ce moment, ces gens pensent qu'ils pourraient coopérer avec les autorités. Ils cherchent un moyen de pression à utiliser contre lui. Un moyen de pression comme moi. Un moyen de pression comme toi. Je l'ai dévisagé, mon cerveau refusant de traiter cette information. Mon père de banlieue ennuyeux, qui collectionnait les trains miniatures, s'endormait devant la chaîne météo et s'enthousiasmait sincèrement pour les nouveaux épisodes de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, était apparemment impliqué avec de dangereux criminels. De quel genre de gens dangereux parlons-nous? Genre, dangereux au point de faire de l'évasion fiscale ou dangereux au point de te casser les jambes? Elle soupira profondément, l'air plus âgé et plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Le genre qui n'hésite pas à blesser les membres de la famille pour envoyer des messages. Le genre qui considère la loyauté plus importante que la loi. Génial. Donc, on était passé de l'évasion fiscale à où pourrait finir par dormir avec les poissons. Ce n'était certainement pas comme ça que j'avais imaginé ma semaine en me réveillant lundi matin, inquiète de savoir si j'avais pensé à payer ma facture d'électricité. Nous sommes montés dans le bateau et elle a démarré le moteur avec une aisance expérimentée, se dirigeant vers une petite île à environ 1,5 km au large. J'ai dû m'agripper aux côtés alors que nous rebondissions sur les vagues, mes cheveux fraîchement teints en noir fouettant mon visage comme dans une scène de film dramatique. Depuis quand sais-tu conduire un bateau, ai-je crié par-dessus le bruit du moteur. Depuis que je me prépare à cette éventualité depuis 3 ans, a-t-elle crié en retour. 3 ans. Elle se préparait à ce que ma vie explose depuis 3 années entières. Pendant que j'étais béatement inconsciente, m'inquiétant de choses normales comme savoir si je devais passer à une assurance santé à franchise élevée. Quand nous avons atteint l'île, elle a amarré à un petit ponton en bois comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. L'endroit était essentiellement un petit lopin de sable avec quelques palmiers et une table de pique-nique, le genre d'endroit qui existait probablement spécifiquement pour les gens qui avaient besoin d'avoir des conversations qu'ils ne pouvaient avoir nulle part ailleurs.
Le vrai nom de ton père est David Torino, commença-t-elle une fois que nous fûmes installés à la table de pique-nique. Sa famille est impliquée dans le crime organisé depuis 3 générations. Quand je l'ai rencontré à l'université, il essayait de s'en sortir, d'essayer de construire une vie légitime loin de tout ça. Torino? Tout notre nom est faux. Nous avons tout changé quand nous nous sommes mariés. Nous avons recommencé à zéro, déménagé à l'autre bout du pays, créé des identités complètement nouvelles, du moins c'est ce que nous pensions. Mais on ne quitte pas ce monde comme ça, Amélie. Il y a toujours des liens, toujours des obligations, toujours des gens qui se souviennent d'où tu viens. J'ai pensé à tous ces appels que papa prenait dans le garage. La façon dont il changeait de sujet quand je posais des questions sur le travail, ces voyages d'affaires soudains qui semblaient avoir lieu à des moments étranges. Donc, il m'a menti toute ma vie. Il t'a protégé toute ta vie. Nous deux. Moins tu en savais, plus tu étais en sécurité. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Quelque chose a mal tourné récemment. Quelqu'un dans sa famille a suspecté qu'il pourrait coopérer avec les autorités et ils ont commencé à nous surveiller tous. C'est pourquoi j'ai dû te faire partir. Les pièces commençaient à s'emboîter. Le divorce n'était pas réel. Le divorce était une protection légale. Créer une distance entre toi et ton père sur le papier, rendant plus difficile pour quiconque de justifier de te cibler. J'ai regardé l'eau, observant les bateaux au loin, vivant leur vie normale. Alors, que se passe-t-il maintenant? Est-ce que je reste caché pour toujours? Ton père travaille sur une solution. Mais d'ici là, tu dois rester invisible, et tu dois être prête à l'éventualité qu'Amélie Dubois ne puisse jamais revenir. Le poids de cette déclaration s'est abattu sur moi comme une couverture. Tout ce que j'avais toujours été, tout ce que j'avais toujours connu, pourrait devoir rester enterré pour toujours. Maman? Oui, ma chérie. La prochaine fois que vous décidez de faire exploser toute mon existence, peut-être me donner un peu plus de préavis. Elle a ri, et pour la première fois depuis des jours, cela sonnait authentique. Je l'ajouterai à mes notes pour la prochaine fois. Parce qu'apparemment, dans notre famille, il y avait toujours la possibilité d'une prochaine fois. Nous avons passé 2 heures sur cette petite île pendant que maman comblait les lacunes de mon enfance apparemment fictive. Il s'avère que ces voyages d'affaires que papa prenait étaient en fait des réunions avec des enquêteurs de la DGSI. Les rénovations coûteuses de la maison ne provenaient pas d'un cabinet comptable prospère. Elles étaient financées par de l'argent qu'il avait secrètement détourné des opérations de sa famille. Il coopère avec la DGSI depuis 3 ans, a expliqué maman, regardant les bateaux passer au loin, fournissant des informations sur les transactions financières, les aidant à monter des dossiers contre d'autres membres de la famille. 3 ans, le même temps que tu as commencé à construire ma fausse identité. Le même temps où nous avons réalisé à quel point cela allait devenir dangereux. Ton père savait que quelqu'un finirait par découvrir ce qu'il faisait. Nous devions être prêts. J'ai essayé d'imaginer mon père de banlieue ennuyeux enregistrant secrètement des conversations et copiant des documents financiers pour des agents de l'État. C'était comme découvrir que Clark Kent était vraiment Superman, sauf qu'au lieu de sauver le monde, il trahissait des criminels organisés. Qu'est-ce qu'il a décidé à coopérer? Maman est restée silencieuse un moment, observant un pélican plonger pour pêcher près de notre ponton. Toi. Quand tu as obtenu ton diplôme universitaire, quand tu as commencé ta carrière, quand tu as commencé à construire ta propre vie, il a réalisé qu'il ne voulait jamais que ce monde te touche. La seule façon de te protéger était d'aider à le détruire. Donc, ma vie normale de mardi matin avait été détruite pour me protéger de menaces dont je n'avais jamais connu l'existence. Il y avait une certaine ironie là-dedans, mais j'étais trop épuisé émotionnellement pour l'apprécier. Combien de temps devrais-je rester caché? Quelques jours de plus, peut-être une semaine. Les agents de la DGSI finalisent les arrangements pour placer ton père sous protection. Une fois que ce sera fait, une fois que le danger immédiat sera passé, tu pourras décider ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux dire par ce que je veux faire? Tu peux essayer de récupérer la vie d'Amélie Dubois. Retourner à Lyon, reprendre là où tu t'es arrêté. Ou tu peux rester Chloé Lefebvre, recommencer complètement à zéro ailleurs. Le choix t'appartiendra. Le choix. Comme si choisir entre ma vraie vie et ma fausse vie n'était qu'une autre décision du mardi, comme choisir quoi déjeuner. Nous sommes retournés sur la côte alors que le soleil commençait à se coucher, peignant l'eau dans des tons d'orange et de rose qui auraient dû être paisibles. Au lieu de cela, j'avais l'impression de voir mon ancienne vie disparaître avec la lumière du jour.
Où iras-tu? Ai-je demandé alors que nous amarrions le bateau. Je resterai près, mais pas trop près. Je garderai un œil sur toi jusqu'à ce que tout soit fini. J'ai un autre appartement loué à environ 1 heure au nord d'ici. Sous un autre faux nom? Sous un autre faux nom. Ta mère est devenue assez douée pour disparaître quand c'est nécessaire. Elle m'a ramené au parking de la marina où j'avais laissé la Peugeot. Avant que je ne sorte de sa voiture de location, elle m'a tendu un autre téléphone. Celui-ci est propre, intraçable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si quelqu'un te trouve, si tu as juste besoin de parler, utilise ce numéro. Elle a pointé un contact étiqueté simplement M. Et papa? Quand le reverrai-je? Quand ce sera sûr. Quand tout ça sera fini. Quand il ne sera plus un danger pour toi. Je l'ai serré dans mes bras dans ce parking derrière un restaurant de fruits de mer, respirant son parfum familier et essayant de mémoriser le sentiment d'être la fille de quelqu'un au lieu de simplement quelqu'un se cachant de menaces inconnues. Je t'aime, ma chérie. Tout ça sera bientôt fini. Je t'aime aussi, maman. Essaie de ne pas disparaître complètement, d'accord? Elle a ri tristement. Je ferai de mon mieux. J'ai repris la route vers la Côte d'Azur dans la Peugeot empruntée, vérifiant mon rétroviseur par habitude maintenant. L'appartement que j'avais fui ce matin-là était compromis, donc je devais trouver un nouvel endroit pour passer la nuit. Mon téléphone a vibré avec un texto du numéro mystérieux. Appart-hôtel sur le boulevard de la Croisette, chambre 237, clé à la réception au nom de Lefebvre. Apparemment, mon réseau de soutien invisible avait pensé à tout, y compris à un hébergement de secours. Je commençais à avoir l'impression de vivre à l'intérieur d'un programme de protection des témoins élaboré, conçu spécifiquement pour les filles de banlieue d'informateurs en herbe. La chambre 237 était simple mais propre, avec une kitchenette et une vue sur le parking de l'hôtel. Je me suis assise sur le lit, portant toujours les vêtements de la veille, essayant de digérer tout ce que j'avais appris pendant que la soirée provençale s'installait autour de moi. Mon père était un criminel devenu informateur. Ma mère était apparemment une maîtresse dans la création de fausses identités et de plans d'évasion. Toute ma vie avait été un mensonge soigneusement construit pour me protéger de menaces que je n'avais jamais imaginées. Et d'une manière ou d'une autre, malgré toute cette folie, je commençais à comprendre mes parents pour la première fois de ma vie. Le père qui avait toujours semblé distant, qui prenait des appels mystérieux et changeait de sujet quand je posais des questions sur le travail, m'avait en fait protégé d'un monde où les membres de la famille pouvaient être blessés pour envoyer des messages. La mère, qui avait toujours semblé trop prudente, qui s'inquiétait de choses qui semblaient peu probables, s'était préparée au jour où notre vie normale soigneusement construite s'effondrerait. Pendant 26 ans, ils avaient mené une double vie. Pendant 26 ans, ils avaient été des acteurs dans leur propre maison, jouant les rôles de parents de banlieue ennuyeux tout en naviguant secrètement entre les enquêtes de l'État et la politique du crime organisé. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été frustré qu'ils soient si ordinaires, si prévisibles, si prudents à propos de tout. Il s'avère que l'ordinaire et le prévisible avaient été le but. Ils s'étaient cachés à la vue de tous, construisant une forteresse de banlieue autour de moi pendant qu'ils faisaient face à des menaces dont je n'avais jamais connu l'existence. Mon téléphone a sonné, interrompant ma crise existentielle. L'identifiant de l'appelant indiquait inconnu, ce qui était devenu le thème de ma semaine. Amélie, c'est l'agent Martel de la DGSI. Génial. Maintenant, j'avais des agents de l'État qui m'appelaient. Comment avez-vous eu ce numéro? Vos parents l'ont fourni. Je dois vous informer que la situation s'est accélérée. Nous procédons à des arrestations demain matin, ce qui signifie que vous et votre famille devez être sous protection cette nuit. Protection où? Il y a une installation sécurisée à environ 2 heures au nord de là où vous êtes. Pouvez-vous être prête à partir dans 30 minutes? J'ai regardé autour de la chambre d'hôtel qui avait été mon refuge temporaire. Ai-je le choix? Pas vraiment. C'est pour votre sécurité et celle de vos parents. Et après les arrestations? Que nous arrivera-t-il alors? Nous en discuterons une fois la menace immédiate neutralisée. Pour l'instant, préparez ce que vous avez et attendez dans le hall de l'hôtel. L'agent Fournier viendra vous chercher. L'agent Fournier. Même les agents de l'État portaient des noms de famille communs. À ce stade, je commençais à penser que toute la région PACA était peuplée exclusivement de gens avec mon faux nom de famille. J'ai jeté mes quelques affaires dans la valise qui était devenue ma compagne constante, et je suis descendu dans le hall. 20 minutes plus tard, une femme en tailleur sombre est apparue,
a montré un badge et ma conduite à un SUV noir qui ressemblait exactement à tous les véhicules de l'État dans tous les films que j'avais jamais vus. Chloé Lefebvre, a-t-elle demandé. Oui, ai-je corrigé automatiquement. C'est moi. Ou du moins, c'est qui je suis censé être maintenant. Je suis l'agent Fournier. Pas de lien de parenté, je suppose. Pas de lien de parenté avec qui que ce soit, à ce que je sache. Toute ma vie est apparemment fictive. Elle a souri alors que nous roulions vers le nord sur l'autoroute A7. Ça devient plus facile. Apprendre à vivre avec une nouvelle identité, je veux dire. Les premières semaines sont les plus difficiles. On dirait que vous parlez d'expérience. La plupart d'entre nous dans le programme de protection des témoins en ont. J'ai regardé par la fenêtre le paysage sombre de la Provence qui défilait. Dans quelques heures, les anciens associés de mon père seraient arrêtés, et ce qui restait de mon ancienne vie serait officiellement terminé. Amélie Dubois deviendrait une personne disparue. Et Chloé Lefebvre devrait décider de la suite. Demain, je me réveillerai sous protection de l'État, attendant de savoir si je pourrais jamais rentrer chez moi ou si je devrais tout recommencer à zéro ailleurs. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je n'étais pas sûr de l'option qui me faisait le plus peur. Vous savez ce qui est drôle quand on découvre que toute son existence est une fiction élaborée? Après que le choc initial se soit dissipé, on commence à se demander quelle partie de soi-même était réelle depuis le début. J'imagine que j'étais sur le point de le découvrir. Je me suis réveillé jeudi matin au son de quelqu'un qui frappait à la porte de ma chambre d'hôtel. Pendant une seconde, j'ai oublié où j'étais, oublié qui j'étais censé être, oublié que ma vie était devenue une sorte de situation de protection des témoins. Puis, la réalité est revenue en force, et j'ai attrapé le téléphone intraçable que maman m'avait donné, prête à appeler à l'aide si la personne qui frappait s'avérait être l'un des mystérieux et dangereux individus dont j'étais censé me cacher. Amélie, c'est nous, la voix de papa. À travers une porte de chambre d'hôtel en Provence, alors qu'il était censé être de retour vers Lyon pour s'occuper des enquêteurs de l'État et des membres de sa famille du crime organisé. J'ai ouvert la porte pour trouver mes deux parents dans le couloir, l'air d'avoir voyagé pendant des heures. Papa avait des cernes sous les yeux, et maman avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans depuis hier. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Je pensais que vous aviez dit que ce n'était pas sûr pour nous d'être ensemble. » Les plans ont changé, a dit papa, jetant un regard nerveux dans le couloir. Nous devons quitter la Provence. Nous tous. Aujourd'hui. Génial. Tant pis pour ma stabilité temporaire dans des appart-hôtels et des réseaux de soutien mystérieux. Quitter la Provence pour aller où? Quelque part de sûr, a dit maman, ce qui n'était pas exactement l'explication détaillée que j'espérais. Fais tes valises. Nous t'expliquerons tout une fois sur la route. Sur la route pour où, ai-je exigé. Je commence à en avoir marre de suivre des instructions mystérieuses sans savoir ce qui se passe réellement. Papa m'a regardé directement pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Amélie, je sais que c'est déroutant et effrayant. Je sais que tu as tout à fait le droit d'être en colère contre moi, mais en ce moment, j'ai besoin que tu me fasses confiance une dernière fois. L'homme qui se tenait à la porte de ma chambre d'hôtel ne ressemblait pas au comptable ennuyeux qui m'avait élevé. Il avait l'air fatigué, inquiet et plus âgé, mais aussi en quelque sorte plus réel qu'il ne l'avait jamais semblé auparavant, comme s'il avait enfin cessé de prétendre être quelqu'un d'autre. L'enquête de la DGSI a avancé plus vite que prévu, a-t-il poursuivi. Il procède aux arrestations aujourd'hui, ce qui signifie que toute personne liée à ma famille doit être ailleurs immédiatement. Arrestation de qui? De personnes qui aimeraient beaucoup avoir une conversation avec moi sur ce que je raconte aux agents de l'État depuis 3 ans. J'ai attrapé ma valise et je les ai suivis jusqu'au parking où la voiture de location de maman était chargée de ce qui ressemblait à toutes leurs affaires. Depuis combien de temps planifiez-vous cela, ai-je demandé alors que nous roulions vers le nord sur l'autoroute A7. Depuis le jour de ta naissance, a dit papa doucement depuis le siège passager. Je savais qu'un jour je devrais choisir entre ma famille et la famille de mon père. J'espérais juste que cela prendrait plus de temps pour en arriver là. La famille de ton père étant la famille du crime organisé. La famille de mon père étant les gens qui n'apprécient pas la coopération avec l'État. Nous avons roulé pendant des heures, ne nous arrêtant que pour l'essence et la nourriture à emporter, nous dirigeant vers ce que maman décrivait de manière énigmatique comme un endroit où nous pourrons nous regrouper. J'ai passé la plupart du voyage à regarder par la fenêtre la campagne provençale, essayant de digérer le fait que mes parents avaient mené une double vie pendant toute mon existence. Où allons-nous, ai-je demandé à nouveau alors que nous entrions en Auvergne.
Un endroit que ta mère a trouvé, a dit papa. Un endroit où nous pourrons rester pendant que les agents de la DGSI terminent leur travail. Combien de temps cela prendra-t-il? Le temps qu'il faudra, a dit maman depuis le siège conducteur. Des jours, des semaines, peut-être des mois. Nous ne le savons pas encore. Je me suis penché en arrière sur le siège, regardant les pins d'Auvergne défiler devant la fenêtre. Donc, nous allons simplement nous cacher indéfiniment pendant que les agents de l'État arrêtent tes anciens associés de la famille criminelle. Nous allons rester en sécurité pendant que je finis de coopérer à une enquête qui aurait dû avoir lieu il y a des années, a corrigé papa. Et après ça? Après ça, nous déciderons de ce qui vient ensuite. Ce qui vient ensuite. Comme si nous parlions de changer de travail ou de déménager dans une nouvelle ville, pas d'abandonner complètement nos identités et de repartir de zéro. Nous nous sommes arrêtés pour la nuit dans un petit motel près de Clermont-Ferrand. 2 chambres communicantes payées en espèces, enregistrées sous des noms que je n'avais jamais entendus auparavant. Apparemment, maman avait toute une collection de fausses identités prêtes à être utilisées. Ce soir-là, assise dans une chambre de motel qui sentait le désinfectant industriel et la vieille moquette, papa m'a finalement dit toute la vérité. Mon vrai nom est David Torino. Mon père était Vincent Torino, et son entreprise était l'import-export avec une éthique très flexible. Quand j'ai eu 18 ans, j'étais censé reprendre une partie des opérations familiales. Mais tu ne voulais pas, je voulais une vie différente. J'ai rencontré ta mère à l'université, je suis tombé amoureux, j'ai pensé que je pouvais simplement m'éloigner de tout ce avec quoi j'avais grandi. Mais tu ne pouvais pas, on ne quitte pas le crime organisé comme ça, Amélie. Il y a des attentes, des obligations, une loyauté familiale qui remonte à des générations. Quand on est là-dedans, partir signifie trahir tous ceux que l'on a toujours connus. Je commençais à comprendre pourquoi il avait pris ces appels téléphoniques secrets toutes ces années. Donc, tu es resté impliqué, mais tu as essayé de nous tenir à l'écart. J'ai trouvé un terrain d'entente. Je suis devenu le gestionnaire financier de la famille, m'occupant des investissements et des entreprises de façade légitimes. Moins violent, plus éloigné des activités illégales quotidiennes, mais toujours assez essentiel pour qu'ils ne puissent pas me laisser disparaître. Pendant 26 ans. Pendant 26 ans, ça a fonctionné. Je tenais leur compte, gérais leur argent, les aidais à maintenir des apparences légitimes. En échange, ils me laissaient tranquille pour vivre ma vie de banlieue avec ma femme et ma fille. Qu'est-ce qui a changé? Son expression s'est assombrie. Des conflits de génération. Les plus jeunes membres de la famille pensent que les anciennes méthodes sont trop prudentes, trop précautionneuses. Ils veulent des risques plus grands, des profits plus élevés, et ils ne font confiance à personne qui semble trop à l'aise avec une vie normale. Comme toi. Comme moi. Et ma position me donnait accès à des informations financières qui pourraient détruire toute l'organisation si elle tombait entre de mauvaises mains. Alors tu les as donnés à la DGSI. Alors je les ai donnés à la DGSI. Nous sommes restés en silence un moment, écoutant les camions passer sur l'autoroute devant notre motel. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je finalement demandé. Maintenant, nous attendons de savoir que les arrestations sont terminées et que le danger immédiat est passé. Ensuite, nous déciderons quel genre de vie nous voulons construire. En tant que qui? Amélie Dubois est censée être portée disparue. Chloé Lefebvre est une fausse identité. Qui suis-je censé être? Papa a souri tristement. Qui tu veux être, ma chérie? Pour la première fois de ta vie, tu peux choisir. Le motel de Clermont-Ferrand est devenu notre quartier général temporaire pendant la semaine suivante, tandis que nous attendions des nouvelles des agents de la DGSI. Chaque matin, papa vérifiait son téléphone sécurisé pour des mises à jour sur l'enquête. Chaque soir, nous mangions de la nourriture à emporter et regardions les informations, espérant ne pas voir nos visages sur des avis de recherche. C'étaient les vacances en famille les plus étranges que j'ai jamais vécues. Et par vacances, j'entends se cacher des conséquences du crime organisé pendant que les anciens associés de mon père se faisaient arrêter. Le 3e jour, papa a reçu l'appel qu'il attendait. C'est fait, a-t-il dit en raccrochant. 12 arrestations dans 3 régions. La structure de direction est complètement démantelée. Donc, nous sommes en sécurité maintenant, ai-je demandé. À l'abri des menaces physiques immédiates? Oui, mais il y a encore la question de ce qui se passe ensuite. Ce qui s'est passé ensuite, c'est une réunion avec l'agent de la DGSI Patricia Martel dans une salle de conférence du bâtiment de la préfecture à Lyon.
Elle ressemblait exactement à ce que l'on attend d'un agent de l'État. Professionnelle, sérieuse, et très douée pour expliquer des situations compliquées en termes simples. Monsieur Torino, a-t-elle commencé, votre coopération a été inestimable pour démanteler l'une des opérations de crime organisé les plus importantes du Sud-Est. Les informations que vous avez fournies ont conduit à des poursuites judiciaires réussies et empêcheront probablement de futures activités criminelles. Qu'est-ce que cela signifie pour ma famille, a demandé papa. Cela signifie que vous n'êtes plus en danger immédiat, mais cela signifie aussi que vous ne pourrez jamais retourner à vos vies antérieures. Trop de gens sont au courant de votre coopération maintenant. Jean-Pierre Dubois, comptable de la région lyonnaise, doit disparaître définitivement. Et Amélie, a demandé maman. L'agent Martel m'a regardé directement. Amélie peut choisir. Elle n'a jamais été impliquée dans des activités criminelles, n'a jamais eu connaissance des affaires de la famille. Elle peut récupérer son identité d'origine et retourner à sa vie antérieure. Ou elle peut repartir à zéro avec une nouvelle identité dans un nouvel endroit. Choisir. Voilà encore ce mot. Comme si décider de garder toute l'histoire de ma vie ou de la jeter était juste une autre question à choix multiples. Que signifierait repartir à zéro, ai-je demandé. Nouveau nom, nouveau numéro de sécurité sociale, nouvelle histoire personnelle. Nous vous aiderions à vous établir dans une nouvelle ville, à trouver un emploi, à créer toute la documentation nécessaire pour un départ complètement nouveau. Et si je choisis de redevenir Amélie Dubois? Vous devriez expliquer votre disparition à vos amis, votre famille, vos employeurs. Créer une histoire plausible sur l'endroit où vous avez été ces 2 dernières semaines. Reprendre votre vie antérieure en sachant que vous ne pourrez jamais discuter de ce qui s'est réellement passé. J'ai pensé à mon appartement à Lyon, à mon travail dans le marketing, à mes amis qui pensaient probablement que j'avais disparu sans explication. Toute ma présence sur les réseaux sociaux était probablement remplie de messages inquiets et de spéculations sur l'endroit où j'étais parti. Combien de temps ai-je pour décider? Prenez tout le temps dont vous avez besoin, a dit l'agent Martel. Mais comprenez qu'une fois que vous aurez fait votre choix, il sera permanent. Si vous choisissez de repartir à zéro, Amélie Dubois disparaîtra pour toujours. Si vous choisissez de revenir, vous ne pourrez plus jamais contacter vos parents, pour leur sécurité et la vôtre. Ne plus jamais contacter mes parents. Après avoir passé 2 semaines à découvrir que tout ce que j'avais su d'eux était faux, j'avais enfin commencé à comprendre qui ils étaient vraiment. Et maintenant, je devais peut-être choisir entre les garder et me garder moi-même. Où irez-vous, leur ai-je demandé après la réunion. Quelque part au chaud, a dit maman avec un sourire triste. Quelque part où nous pourrons enfin arrêter de prétendre être des gens que nous ne sommes pas avec de nouveaux noms et de nouvelles identités. Avec de nouveaux noms et de nouvelles identités. Nous sommes retournés au motel en silence. Chacun de nous pensant probablement au choix impossible auquel je faisais face. Dans le parking, papa s'est tourné vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Amélie, je veux que tu saches quelque chose. Tout ce que j'ai fait, chaque choix que j'ai fait, chaque mensonge que j'ai dit, c'était pour te protéger. Je sais que ça ne le rend pas juste, mais j'ai besoin que tu comprennes que tu as toujours été la chose la plus importante dans ma vie, plus importante que ta famille criminelle, plus importante que tout. C'est pourquoi j'ai passé 3 ans à monter secrètement un dossier contre eux. C'est pourquoi j'étais prêt à détruire tout ce que j'avais connu depuis l'enfance. Parce que tu méritais une chance de vivre une vie libre de leur influence. J'ai regardé mes parents, ces 2 personnes qui avaient apparemment passé 26 ans à construire une fiction élaborée pour me protéger de menaces dont je n'avais jamais connu l'existence. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Prends tout le temps dont tu as besoin, a dit maman. Quelle que soit ta décision, nous comprendrons. Cette nuit-là, allongé dans un lit de motel en Auvergne, je fixais le plafond en essayant de comprendre qui j'étais censé être. Amélie Dubois, coordinatrice marketing de Lyon, vivant la vie que tout le monde attendait d'elle. Ou Chloé Lefebvre, repartant complètement à zéro, sans histoire, sans lien, sans chemin prédéterminé. Pour la première fois de ma vie, j'avais la liberté totale de choisir ma propre identité. Et c'était absolument terrifiant. J'ai passé 3 jours à me promener dans Lyon, réfléchissant à qui je voulais être. 3 jours à m'asseoir dans des cafés, à errer dans les parcs, à observer des gens normaux vivre leur vie normale pendant que j'essayais de décider si je devais récupérer mon ancienne existence ou en construire une entièrement nouvelle. C'est drôle comme on peut vivre quelque part toute sa vie et ne jamais vraiment remarquer les détails jusqu'à ce qu'on soit confronté à la possibilité de ne plus jamais le revoir.
Je me suis surprise à mémoriser des choses sur Lyon auxquelles je n'avais jamais prêté attention auparavant. La façon dont la lumière de l'après-midi frappait les bâtiments du centre-ville. Le son des musiciens de rue dans le parc. L'odeur des food trucks servant le déjeuner aux employés de bureau qui n'avaient probablement aucune idée de la chance qu'ils avaient d'avoir des problèmes normaux. Mardi, je me suis assise dans un Starbucks près de l'université, regardant les étudiants stressés pour leur partiel et leur petit boulot et se demander si la personne qui leur plaisait leur enverrait un message. J'enviais leurs problèmes prévisibles. Leur plus grande préoccupation était probablement de savoir s'ils réussiraient leur chimie organique ou ce qu'ils feraient après leur diplôme. Pendant ce temps, j'étais assise là avec deux identités différentes à choisir, essayant de décider quelle version de moi-même je voulais être pour le reste de ma vie. Amélie Dubois, coordinatrice marketing de Lyon, fille de parents de banlieue, vivant une vie que tout le monde attendait d'elle. Elle avait des amis qui étaient probablement morts d'inquiétude de savoir où elle avait disparu. Elle avait un appartement plein de meubles et d'albums photos et de toute l'accumulation de 26 ans d'existence en un seul endroit. Elle avait un travail qui était ennuyeux mais stable. Des relations qui étaient confortables sinon passionnées. Toute une présence sur les réseaux sociaux documentant sa vie ordinaire mais prévisible. Ou Chloé Lefebvre, une page blanche, libre de devenir qui elle voulait être, sans histoire pour la freiner, mais aussi sans lien pour l'ancrer. Elle pouvait déménager n'importe où, essayer n'importe quoi, se réinventer complètement sans avoir à expliquer à personne pourquoi elle changeait. Le choix aurait dû être évident. Qui ne voudrait pas d'une liberté totale pour recommencer ? Mais voici ce que j'ai réalisé. Mercredi matin, assise au parc de la Tête d'Or, regardant les gens promener leurs chiens et pousser des poussettes et vivre leur vie magnifiquement banale, Amélie Dubois n'avait jamais vraiment été libre de choisir quoi que ce soit. Toute son existence avait été soigneusement construite par des parents qui la protégeaient de menaces qu'elle ne connaissait pas. Son travail, son appartement, son cercle social soigneusement sélectionné, même sa personnalité avait été façonnée par des limites qu'elle n'avait jamais comprises. Comment fait-on le deuil de la perte d'une identité qui n'a jamais vraiment été la sienne pour commencer ? Jeudi matin, j'ai appelé l'agent Martel. J'ai pris ma décision, lui ai-je dit. Et je veux être Chloé Lefebvre. Les mots semblaient étranges en sortant de ma bouche, mais aussi en quelque sorte justes. Amélie Dubois avait été la création de quelqu'un d'autre, construite autour de limitations et de protections que je n'avais jamais comprises. Chloé Lefebvre pouvait être celle que je déciderais de devenir. Êtes-vous sûr ? A demandé l'agent Martel. Une fois que nous aurons traité les documents, il n'y aura pas de retour en arrière. Amélie Dubois sera déclarée portée disparue, présumée morte à terme. Vos amis, vos collègues, tous ceux qui vous connaissaient devront accepter que vous êtes parti pour toujours. J'ai pensé à ma colocataire d'université qui m'envoyait encore des cartes d'anniversaire. Mes amis du travail avec qui je prenais un verre après des journées particulièrement stressantes. Ma voisine qui me demandait toujours d'arroser ses plantes quand elle partait en voyage. Il ne saurait jamais ce qui m'était arrivé. Il passerait probablement des mois à se demander si j'avais été enlevé ou tué ou si j'avais simplement décidé de disparaître de mon propre chef. J'en suis sûr, ai-je dit, et je me suis surprise à le penser vraiment. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que la décision avait été facile une fois que j'avais réalisé la vérité. Je n'avais jamais vraiment été Amélie Dubois de toute façon. Cette identité avait été tout aussi fictive que Chloé Lefebvre, juste avec une histoire plus longue et un passé plus élaboré. Mes parents avaient passé toute ma vie à créer un personnage à jouer pour moi, me gardant en sécurité en me gardant dans l'ignorance. La fille de banlieue prudente, la coordinatrice marketing responsable, la femme qui sortait avec des hommes convenables et vivait dans des limites prudentes. Tout cela avait été autant une performance que n'importe quelle fausse identité que le gouvernement pouvait créer. Maintenant, je pouvais enfin écrire ma propre histoire. Les agents de la DGSI m'ont fourni tout ce dont j'avais besoin pour repartir à zéro. Nouveau numéro de sécurité sociale, nouveau permis de conduire, nouvel historique de crédit, même de nouveaux relevés de notes qui montraient que Chloé Lefebvre était diplômée de l'université de Nice avec une licence en marketing. Où aimeriez-vous vous installer ? A demandé l'agent Martel lors de notre dernière réunion. Quelque part où je peux disparaître complètement, ai-je dit. Quelque part où Amélie Dubois n'a jamais existé. Elle a suggéré plusieurs villes. Mais quand elle a mentionné Toulouse, quelque chose a cliqué. Assez grande pour s'y perdre. Assez petite pour se sentir gérable. Assez loin de Lyon pour que je ne rencontre jamais accidentellement quelqu'un de mon ancienne vie. Toulouse, ce sera, ai-je dit. Le plus dur a été de dire au revoir à mes parents.
Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant près de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Nous trois, enfin ensemble en tant que nous-mêmes, pour la première et la dernière fois. Je suis fier de toi, a dit papa, tendant la main par-dessus la table pour serrer la mienne. Il faut du courage pour tout recommencer. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu. Vous deux, vous avez recommencé toute votre vie. Maman pleurait, essayant de le cacher derrière son menu. J'ai toujours espéré que tu aurais une vie normale. Je n'ai jamais voulu ça pour toi. Ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé, lui ai-je dit. C'est quelque chose que je choisis. Pour la première fois de ma vie, je peux décider qui je veux être. Nous nous sommes serrés dans les bras sur le parking du restaurant, sachant que c'était peut-être la dernière fois que nous nous voyions, mais cela ne ressemblait pas à une fin. Cela ressemblait au début de quelque chose de complètement nouveau. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, a dit papa, si jamais tu as des ennuis, il y a un moyen de nous contacter en toute sécurité. L'agent martèle a les détails. Je sais. Et Amélie, a dit maman, puis elle s'est reprise. Chloé, souviens-toi que tout ce que nous avons fait, c'était parce que nous t'aimons. Je le sais aussi. J'ai pris l'avion pour Toulouse cet après-midi-là avec une seule valise et un compte en banque financé par le programme de protection des témoins du gouvernement. Pas exactement comme j'avais imaginé commencer ma vie d'adulte. Mais là encore, rien dans ma vie d'adulte ne s'était déroulé comme prévu. L'appartement qu'il m'avait trouvé était dans le quartier Saint-Cyprien, un 2 pièces avec du parquet et des fenêtres qui donnaient sur le centre-ville. Il était complètement vide, attendant que je le remplisse de meubles, de décorations, de souvenirs, et de n'importe quel genre de vie que Chloé Lefebvre déciderait de construire. Je suis resté dans cet appartement vide lors de ma première soirée à Toulouse, regardant le coucher de soleil sur une ville où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire, où je pouvais devenir qui je voulais. Pendant 26 ans, j'avais été la fille de quelqu'un d'autre, la création de quelqu'un d'autre, le plan de protection soigneusement construit de quelqu'un d'autre. J'avais vécu dans un monde de secrets et de mensonges conçus pour me protéger de menaces que je n'avais jamais comprises. Maintenant, j'étais libre. Libre du passé, libre des attentes, libre du poids d'une histoire qui n'avait jamais vraiment été la mienne. C'était terrifiant et exaltant et solitaire, tout à la fois. Mais c'était à moi. Ma première semaine à Toulouse, je n'ai absolument rien fait de productif. J'ai acheté un matelas, quelques meubles de base chez Ikea, et j'ai dépensé beaucoup trop d'argent en plats à emporter pendant que je découvrais comment être Chloé Lefebvre. On pourrait penser que devenir quelqu'un de nouveau est compliqué, mais c'est en fait étonnamment simple. Obtenir un permis de conduire, ouvrir un compte en banque, trouver un appartement, commencer à construire un historique de crédit. Les agents m'avaient donné toute la documentation dont j'avais besoin pour prouver que Chloé Lefebvre était une personne réelle avec un passé réel. Le plus dur n'était pas la paperasse. Le plus dur était de décider quel genre de personne Chloé devait être. Amélie Dubois avait été prudente, responsable, essayant toujours de plaire aux autres. Elle était restée à Lyon parce que c'est ce qu'on attendait. Elle avait travaillé dans le marketing parce que cela semblait pratique. Elle était sortie avec des gars sans histoire qui correspondaient à son style de vie de banlieue. Chloé Lefebvre pouvait être n'importe qui. J'ai commencé petit. Je me suis teint les cheveux en auburn au lieu de noir. J'ai acheté des vêtements dans des couleurs que je n'avais jamais portées auparavant. Je me suis inscrite à un cours de yoga où je n'aurais jamais à expliquer pourquoi j'étais nouvelle en ville. La professeure de yoga était une femme nommée Sarah qui parlait d'authenticité et de trouver son vrai soi. J'ai failli rire pendant le premier cours, en pensant que j'étais probablement la personne la moins authentique de la salle. Mais ensuite, j'ai réalisé que peut-être l'authenticité ne consistait pas à avoir un passé cohérent. Peut-être que c'était de faire des choix qui semblaient fidèles à qui on voulait devenir. Après 2 semaines à explorer Toulouse et à essayer de comprendre qui Chloé Lefebvre devait être, j'ai commencé à chercher un emploi. Le marketing semblait le choix sûr, le choix pratique, le choix qu'Amélie Dubois aurait fait. Au lieu de cela, j'ai postulé à un poste dans un petit organisme à but non lucratif qui aidait les réfugiés à s'installer en France. Ce n'était pas lié à mon diplôme. Ça ne payait pas particulièrement bien, et je n'avais absolument aucune expérience dans les services sociaux, mais quelque chose dans le fait d'aider les gens à repartir de zéro dans un nouvel endroit avec rien d'autre que l'espoir et la détermination m'attirait. Je comprenais ce que c'était que de reconstruire toute sa vie à partir de rien. « Pourquoi voulez-vous travailler avec les réfugiés ?» a demandé la responsable du recrutement. « Parce que je sais ce que c'est que de recommencer dans un endroit complètement nouveau avec rien d'autre qu'une valise et de faux documents », ai-je dit, puis j'ai rapidement ajouté,
métaphoriquement parlant. Elle a ri. C'est la réponse la plus honnête que j'ai entendue depuis des semaines. Quand pouvez-vous commencer? Le centre d'accueil des réfugiés de Toulouse est devenu mon introduction à la construction d'une vie qui était vraiment la mienne. Mes collègues étaient des gens idéalistes et passionnés qui se souciaient vraiment d'aider les autres. Mes clients étaient des familles qui avaient tout laissé derrière elles pour construire de nouvelles vies en France, tout comme j'avais tout laissé derrière moi pour construire une nouvelle vie à Toulouse. J'étais doué pour ce travail. Vraiment doué. Il s'avère que lorsqu'on a récemment navigué dans le processus complexe de création d'une nouvelle identité et de redémarrage dans un lieu inconnu, on est plutôt qualifié pour aider d'autres personnes à faire de même. Vous semblez vraiment comprendre ce que vivent nos clients, a mentionné ma superviseure après un mois. J'ai beaucoup déménagé, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. Eh bien, quel que soit votre parcours, vous avez un don pour ce travail. 3 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai réalisé que j'étais plus heureuse que je ne l'avais jamais été en tant qu'Amélie Dubois. Non pas parce que mes circonstances étaient meilleures, mais parce que je faisais enfin des choix qui me semblaient être les miens. J'ai loué une petite maison dans le quartier des Carmes avec un jardin où je pouvais faire pousser des légumes. J'ai adopté un chien du refuge local, un croisé nommé Bruno, qui avait été abandonné par ses précédents propriétaires. J'ai commencé à apprendre l'espagnol pour mieux communiquer avec les clients qui apprenaient encore le français. Je me suis lié d'amitié avec mes voisins, j'ai rejoint un club de lecture, j'ai commencé à sortir avec un professeur nommé Marcus, qui me faisait rire et ne posait jamais trop de questions sur mon passé. 6 mois après mon arrivée à Toulouse, je promenais Bruno dans le quartier quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, ce qui me rendait toujours nerveuse. Chloé. La voix était familière mais prudente. Maman. Salut, ma chérie. Comment vas-tu? J'ai regardé mon nouveau quartier, la maison que j'avais choisie, le chien qui avait décidé que je valais la peine qu'on lui fasse confiance. La vie que j'avais construite à partir de rien. Je vais bien, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais complètement. Je vais vraiment, vraiment bien. Je suis contente. Ton père et moi allons bien aussi. Nom différent, ville différente, mais nous sommes ensemble et en sécurité. C'est tout ce que je voulais savoir. Amélie, dit-elle, puis elle se reprit. Chloé, je veux que tu saches que nous sommes fiers de toi. Fiers du choix que tu as fait. Fiers de la personne que tu deviens. Merci, maman. Ça signifie tout pour moi. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le perron avec Bruno, regardant mes voisins rentrer du travail, pensant à quel point la vie peut être étrange. Il y a un an, j'étais quelqu'un de complètement différent, vivant la version soigneusement construite par quelqu'un d'autre d'une vie sûre. Maintenant, j'étais exactement celle que j'avais choisi de devenir. Et pour la première fois de ma vie, cela semblait suffisant. 1 an après le début de ma vie en tant que Chloé Lefebvre, j'ai fait quelque chose qu'Amélie Dubois n'aurait jamais fait. Je me suis inscrite à un cours d'escalade le week-end. Pas parce que je voulais particulièrement grimper, mais parce que l'ancienne moi avait toujours trouvé des excuses pour éviter d'essayer de nouvelles choses. L'ancienne moi était prudente, pratique, choisissant toujours l'option sûre. La nouvelle moi en avait marre d'être en sécurité. Tu es sûr de vouloir essayer ça, a demandé Marcus alors que nous nous dirigions vers la salle d'escalade. Tu réalises que cela implique des hauteurs et de confier ta vie à une corde, n'est-ce pas? C'est exactement pour ça que je veux essayer, ai-je dit. Ce qui était le genre de réponse qui aurait dérouté Amélie Dubois, mais qui avait un sens parfait pour Chloé Lefebvre. L'instructrice d'escalade était une femme nommée Rita qui escaladait des montagnes depuis avant ma naissance. Elle parlait de trouver une force que l'on ne savait pas avoir, de se faire confiance dans des situations qui semblaient impossibles. La peur ne disparaît jamais, a-t-elle dit alors que nous pratiquions les techniques de base. On apprend juste à grimper quand même. J'y ai pensé alors que j'étais suspendu à 6 mètres du sol, regardant le tapis de sécurité et me demandant ce que diable je faisais. Il y a 1 an, j'aurais été paralysé par la hauteur et l'incertitude. Maintenant, j'ai simplement continué à grimper. Au sommet du mur, j'ai regardé Marcus qui m'encourageait, les autres étudiants qui tentaient leurs propres ascensions, une vie que j'avais construite en faisant des choix qui me faisaient peur. Et j'ai réalisé que je n'avais plus peur. Ni de la hauteur, ni de l'incertitude, ni de l'avenir. Le travail au centre de réfugiés continuait de me mettre au défi et de m'épanouir d'une manière que mon ancien travail de marketing n'avait jamais fait. J'avais été promue coordinatrice de programme,
ce qui signifiait que j'étais maintenant responsable de la conception des services pour les nouvelles familles de réfugiés. Vous avez vraiment trouvé votre vocation, a dit ma superviseure lors de mon évaluation annuelle. Avez-vous envisagé de retourner à l'université pour le travail social? En fait, oui, ai-je dit, me surprenant moi-même. J'ai pensé à faire un master. Amélie Dubois avait obtenu sa licence parce que c'était attendu, choisissant une spécialisation qui semblait pratique plutôt que passionnée. Chloé Lefebvre pouvait étudier ce qu'elle voulait. J'ai postulé à l'université de Toulouse Jean Jaurès pour leur master en travail social axé sur les services aux réfugiés et à l'immigration. Non pas parce que c'était sûr ou pratique, mais parce que cela semblait juste. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, j'ai appelé le numéro de téléphone intraçable que l'agent Martel m'avait donné pour les urgences. Tout va bien, a répondu maman immédiatement, supposant probablement que je n'appelais que lorsque quelque chose n'allait pas. Tout est parfait, ai-je dit. J'ai été accepté en master. Un master en quoi? En travail social. Je veux me spécialiser dans l'aide aux réfugiés et aux immigrants. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis le son de ses pleurs. Maman, ça va? Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Tellement incroyablement fière. Tu construis exactement le genre de vie que j'ai toujours espéré que tu aies. Une vie où j'aide les gens qui ont dû tout recommencer. Une vie où tu choisis qui tu veux être au lieu de laisser les circonstances choisir pour toi. Marcus et moi sortions ensemble depuis 8 mois quand il a abordé le sujet de notre avenir ensemble. Nous étions assis sur ma terrasse arrière, regardant Bruno chasser les papillons dans le jardin que j'avais planté. Je t'aime, a-t-il dit simplement. Et je veux construire une vie avec toi. Je t'aime aussi, ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. Mais il y a des choses sur mon passé dont je ne peux pas parler. Des choses qui changeraient ce que je ressens pour toi. J'ai pensé aux familles du crime organisé, aux enquêtes de l'État et aux parents vivant sous des noms d'emprunt. Probablement pas, mais des choses que je ne peux littéralement pas discuter. Tout le monde a un passé, Chloé. Je ne sors pas avec ton histoire. Je sors avec qui tu es maintenant. Et qui suis-je maintenant? Tu es quelqu'un qui travaille avec les réfugiés parce que tu comprends ce que signifie repartir de zéro. Tu es quelqu'un qui essaie l'escalade parce que tu n'as pas peur de te mettre au défi. Tu es quelqu'un qui a adopté un chien que personne d'autre ne voulait parce que tu crois que tout le monde mérite une seconde chance. Il n'avait pas tort. Chloé Lefebvre était quelqu'un qui croyait aux secondes chances, qui comprenait que parfois la meilleure façon d'honorer son passé est de construire un avenir complètement différent. Qu'est-ce que tu me demandes? Ai-je dit. Je te demande si tu veux emménager avec moi, commencer à construire quelque chose de permanent. Permanent. Après 1 an à éviter intentionnellement tout ce qui semblait trop installé, trop établi, l'idée était à la fois attrayante et terrifiante. Je peux y réfléchir? Prends tout le temps dont tu as besoin. Cette nuit-là, j'ai promené Bruno dans le quartier que j'avais appris à appeler chez moi, pensant à la permanence et aux secondes chances, et à la différence entre fuir quelque chose et courir vers quelque chose. Pendant 26 ans, mes parents avaient fui leur passé, créant une fiction élaborée pour se distancier de qui ils avaient été. Depuis 1 an, je courais vers un avenir, créant une nouvelle identité basée sur qui je voulais devenir. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de courir complètement. Quand je suis rentré, Marcus était toujours assis sur la terrasse arrière, lisant un livre à la lumière de la lampe. J'y ai réfléchi, ai-je dit. Et oui, construisons quelque chose de permanent. Il a souri et m'a embrassé. Et pour la première fois depuis le début de toute cette aventure, j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. Non pas parce que quelqu'un d'autre l'avait planifié pour moi, mais parce que je l'avais choisi moi-même. 2 ans après être devenu Chloé Lefebvre, j'ai obtenu mon master en travail social. Maman et papa ne pouvaient évidemment pas assister à la cérémonie, mais ils ont envoyé une carte à mon bureau au centre de réfugiés avec un message simple, fier de la femme que tu as choisi de devenir. Marcus était là, applaudissant bruyamment quand ils ont appelé mon nom, embarrassant probablement mes camarades de classe, mais me faisant sentir comme la personne la plus accomplie du monde. Bruno attendait à la maison avec un nouveau jouet en forme de toque de diplômé parce qu'apparemment même mon chien était fier de moi. On m'avait offert un poste de directrice des services familiaux au centre de réfugiés de Toulouse, ce qui signifiait que je concevrais et mettrais en œuvre des programmes pour les familles nouvellement arrivées. C'était exactement le genre de travail pour lequel je me suis découvert une passion, aider les gens à naviguer dans le processus compliqué de repartir à zéro dans un endroit complètement nouveau.
Qu'est-ce que ça fait d'être officiellement qualifié pour faire ce que vous faites naturellement depuis 2 ans, a demandé ma superviseure après la cérémonie de remise des diplômes. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé le travail que j'étais censé avoir depuis le début, ai-je dit. Ce soir-là, Marcus et moi avons dîné dans notre restaurant préféré pour fêter ça. Nous vivions ensemble depuis plus d'1 an maintenant, et il ne m'avait jamais une seule fois pressé pour obtenir des détails sur mon passé que je ne pouvais pas partager. Il savait que j'avais grandi ailleurs, que je n'étais pas proche de ma famille, que j'étais venu à Toulouse pour repartir à zéro après une sorte de situation difficile. Il ne connaissait pas le crime organisé, les enquêtes de l'État ou les parents vivant sous des noms d'emprunt. Il n'avait pas besoin de le savoir. L'histoire de Chloé Lefebvre était la seule qui comptait. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit au dessert, sortant une petite boîte emballée. Pendant une seconde, j'ai paniqué. Si c'était une bague de fiançailles, je devrais trouver comment expliquer pourquoi je ne pourrais pas fournir certains documents pour un acte de mariage. Pourquoi ma famille ne pourrait pas assister à un mariage? Pourquoi une si grande partie de mon histoire semblait manquer? Au lieu de cela, c'était un collier avec un petit pendentif en forme de boussole. Pour toujours savoir dans quelle direction tu veux aller, a-t-il dit. C'est parfait, ai-je dit, et je le pensais complètement. Cette nuit-là, allongé dans le lit de la maison que nous avions construite ensemble, j'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici. D'Amélie Dubois, fille de banlieue vivant la vie soigneusement construite par quelqu'un d'autre, à Chloé Lefebvre, choisissant chaque aspect de son existence. J'ai pensé à mes parents, quelque part dans le pays, vivant sous des noms différents, enfin libres d'être honnêtes l'un avec l'autre après des décennies à maintenir des couvertures élaborées. J'espérais qu'ils étaient heureux. J'espérais qu'ils avaient trouvé un moyen de construire quelque chose de réel ensemble. J'ai pensé aux familles avec lesquelles je travaillais, des gens qui avaient tout laissé derrière eux pour construire de nouvelles vies en France. Ils comprenaient quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Que l'identité, ce n'est pas d'où l'on vient. C'est qui l'on choisit de devenir. Certains d'entre eux passeraient des années à regretter leurs anciens pays, leurs anciennes langues, leurs anciens eux-mêmes. D'autres embrasseraient complètement leurs nouvelles identités, reconnaissant de la chance de recommencer. J'avais choisi d'être reconnaissante. 3 ans après mon arrivée à Toulouse avec rien d'autre qu'une valise et une fausse identité, je possédais une maison, j'avais une carrière que j'aimais, un homme qui m'aimait, un chien qui pensait que j'étais la meilleure personne au monde, et des amis qui me connaissaient comme Chloé Lefebvre, directrice des services familiaux, passionnée d'escalade et championne des secondes chances. Amélie Dubois avait été la création de quelqu'un d'autre, soigneusement construite pour me protéger de dangers que je n'avais jamais compris. Chloé Lefebvre était ma propre création, construite à partir de choix qui semblaient fidèles à qui je voulais être. Certains pourraient dire que j'avais perdu mon identité lorsque le passé de mes parents les a finalement rattrapés. Je préférais penser que je l'avais enfin trouvée. La vérité, c'est que nous devenons tous constamment de nouvelles versions de nous-mêmes de toute façon. Chaque choix que nous faisons, chaque expérience que nous vivons, chaque relation que nous construisons nous change de petite manière. La plupart des gens n'ont simplement pas la chance de le faire tout d'un coup, de décider consciemment qui ils veulent être et de repartir à zéro. On m'avait donné cette chance, et je l'avais utilisée pour construire une vie qui était entièrement la mienne. Marcus s'est retourné dans son sommeil, mettant son bras autour de moi, et Bruno a sauté sur le lit, même s'il n'était pas censé le faire, s'installant à nos pieds comme s'il était chez lui. C'était ma famille maintenant, pas celle dans laquelle j'étais né, pas celle qui avait passé toute mon enfance à me protéger de leurs secrets, mais celle que j'avais choisi de construire. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement et authentiquement moi-même. Pas Amélie Dubois, pas même vraiment Chloé Lefebvre, mais quelqu'un de complètement nouveau. Quelqu'un qui comprenait que l'amour signifie parfois laisser partir, que la sécurité exige parfois du courage, et que la meilleure façon d'honorer son passé est de construire un avenir qui en vaut la peine. Dehors, Toulouse s'installait dans une autre nuit paisible. À l'intérieur, j'étais exactement là où je devais être.